Une nouvelle session d'information sur vos antennes, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Des puissants lobbies politiques luttent pour la dissolution du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Ces acteurs politiques débiteurs du FPI ne veulent pas rembourser la somme de 162 millions de dollars américains empruntés pour des projets industriels qui jusqu'à ce jour ne sont pas visibles. Il s'écoule ciel et terre pour que le Fonds de promotion de l'industrie se transforme en banque d'investissement afin que leurs dettes soient oubliées. Et puis une réunion d'échange entre la CENI et le comité de partenariat du processus électoral s'est tenue ce mardi, une occasion d'évoquer les avancées du processus électoral pour lequel le président de la CENI a brossé un tableau qui à ce jour s'appuie sur le déroulement normal des opérations d'identification des électeurs. Déjà, plus de 45 millions d'électeurs sont enregistrés dans le fichier électoral. L'actualité en dehors de nos frontières, Donald Trump a reconnu Jérusalem capitale d'Israël. Il a ainsi ordonné de préparer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Une décision qui a rejoui les Israéliens alors que certains pays comme la Turquie, la France et la Jordanie ont regretté cette décision de Donald Trump. Mais en dépit de cette décision extrêmement controversée, les USA restent déterminés à faciliter un accord de paix entre Israël et Palestine. Des puissants lobbies politiques et des voix au sein du gouvernement congolais luttent pour la disparition du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Pour cause, l'insolvabilité délibérée de quelques gros débiteurs parmi lesquels certains acteurs politiques. Selon le site d'information Zoomeco qui a révélé ce plan de mauvais goût, ces acteurs politiques ne veulent pas payer ou rembourser la somme de 162 millions de dollars américains qu'ils avaient empruntés pour différents projets industriels. Pourtant, rien n'est visible de ces prétendus projets. D'où la tentative de faire disparaître cette entité de l'État, envoyer leurs créances à la poubelle pour ainsi s'assurer de ne plus jamais les rembourser. Ces lobbies continuent d'appuyer l'idée de la transformation du FPI en banque de développement et d'investissement, ce qui serait une erreur stratégique grave si le gouvernement venait à céder à leur pression. En effet, pareille mesure serait de nature à anéantir tout essor industriel d'un pays comme la RDC qui doit promouvoir les initiatives nationales d'instrumentalisation et des projets à un coût moindre. Contrairement à une banque commerciale qui ne vise que les intérêts et ne participe presque pas à l'investissement d'un projet à long terme, le FPI assure la prise en charge des infrastructures et la relance à long terme de la production industrielle. Les autorités gouvernementales sont averties, elles doivent ouvrir l'œil et le bon dans ce dossier délicat. Dissoudre le FPI ou en faire une banque ne profiterait qu'à ces lobbies qui ne rembourseront plus leurs dettes et cela irait au détriment du trésor public. L'Union pour la démocratie et le progrès social en congrès depuis ce mercredi 7 décembre matin. Bruno Tshibala, qui se réclame le seul successeur et héritier politique du feu Étienne Tshisekedi, tient ses assises à l'endroit où le dernier congrès a eu lieu du vivant du président du parti. Pour l'UDPS, que dirige Bruno Tshibala, ce congrès permettra de désigner le remplaçant d'Étienne Tshisekedi afin que le parti se stabilise. Du côté de l'UDPS limité, les choses sont perçues autrement. Bruno Tshibala n'a pas le droit de parler au nom de l'UDPS car faisant partie du gouvernement que conduit le président Kabila. Elle se prépare, elle, de limiter à la tenue de ce congrès qui, à l'issue, donnera au parti un vrai successeur d'Étienne Tshisekedi. Visiblement, la crise de leadership est loin de prendre fin au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Une triste réalité qui n'honore pas la mémoire du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Mulumba, décédé depuis le 1er février 2017, 11 mois après, toujours pas d'obsèques en sa mémoire. Les députés de l'opposition ont rencontré mercredi 6 décembre 2017 le président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Ils sont venus lui faire part de la controverse autour du projet de révision de la loi électorale déposé le lundi 4 décembre 2017 par l'Assemblée nationale. Les parlementaires qui n'ont pas participé au vote du projet de révision de loi électorale disent vouloir attaquer ces textes au niveau du Sénat. Lors de leur rencontre avec le président du Sénat, les députés de l'opposition ont exprimé leur mécontentement contre les risques que ce projet présente
représente pour la sécurité et la démocratie en RDC. Il vous souviendra que l'Assemblée nationale a adopté le lundi 4 décembre le projet de révision de loi électorale controversé en l'absence des députés de l'opposition qui ont vidé la salle quelques heures avant le vote pour manifester leur désapprobation. Du côté de la majorité, les députés Henri Thomas Lokondo, qui désapprouve aussi ce nouveau texte, a promis de saisir la Cour constitutionnelle. En outre, les ministres du gouvernement Tshibala, issus de l'opposition, ont déclaré avoir été trahis. Ils ont confié aux médias que ce projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala serait différent de celui adopté au Conseil des ministres. Toujours dans le cadre du processus électoral en RDC, une réunion du comité de partenariat du dit processus a été organisée le mardi 5 décembre 2017 dans la salle de réunion de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette rencontre d'échange entre des membres du comité de partenariat au processus électoral en RDC et la CENI aura été une réunion stratégique sur les avancées du processus électoral. 4 points essentiels étaient au menu, à l'occurrence la révision du fichier électoral, le calendrier électoral, le projet PASSEC et la présentation de la machine à voter. Après les mots des bienvenus et les excuses pour l'absence de membres du gouvernement empêchés pour des raisons de la tenue au même moment d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est voulu le plus complet en brossant à l'intention de ses hôtes un tableau détaillé des avancées enregistrées par le processus électoral. Celui-ci, à ce stade, s'appuie sur le déroulement normal des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui a permis à ces jours d'enregistrer déjà plus de 45 millions d'électeurs dans le fichier électoral. En outre, le patron de la centrale électorale a partagé avec les membres du comité de partenariat les activités qui suivront après l'enrôlement, à savoir les traitements des données des électeurs, suivra l'audit du fichier avant l'envoi au Parlement du projet de loi pour la répartition des sièges. Accusation de l'ONG internationale Human Rights Watch, Kinshasa envisage une plainte contre la responsable Afrique de cette ONG, Ida Sawyer, pour diffamation. Des sources dignes de foi a-t-on appris cette nouvelle jeudi 7 juillet 2017. Selon ces mêmes sources, c'est une façon pour Kinshasa de marquer sa désapprobation contre un rapport de plus de l'activiste des droits de l'homme. Le gouvernement congolais estime qu'Ida Sawyer porte en elle les germes susceptibles d'exacerber les conflits éthiques en RDC, comme elle vient de le montrer dans ce rapport intitulé « Mission spéciale ». Le dit rapport de Human Rights Watch, poursuit notre source, est dépourvu de sens et ressemble plus à un roman pondu par Ida Sawyer, seule à partir de la Belgique où elle réside. Ce, dans l'objectif de rendre service à certains politiciens congolais en manque de positionnement et au service des impérialistes. En poursuivant l'activiste des droits de l'homme Ida Sawyer devant les instances judiciaires belges, l'État congolais espère mettre fin à ce qui convient d'appeler acharnement de la part de Ida Sawyer. C'est depuis le lundi 4 décembre 2017 que Human Rights Watch a publié un rapport accusant Kinshasa de recruter des rebelles M23, l'objectif étant de protéger les pouvoirs de Kinshasa et de réprimer les manifestations de l'opposition. 170 femmes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en 10 mois en RDC, selon un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Publié le mercredi 6 décembre 2017 lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO à Kinshasa, ce rapport va du mois de janvier à octobre 2017. Abdoulaziz Thioye, directeur ad intérim du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a lu ce rapport, a fait aussi savoir qu'au moins 420 femmes ont été victimes des arrestations arbitraires, des détentions illégales, d'enlèvements et d'embuscades par des groupes armés. Parmi les miliciens cités par la MONUSCO et qui ciblent les femmes, il y a les TOA, principaux responsables des violences sexuelles à l'égard des femmes, et les FRPI. Ces derniers se sont illustrés, selon le même rapport, par de nombreux enlèvements et violences sexuelles à l'égard des femmes. Les responsables du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en appellent au gouvernement de la République pour déployer encore plus d'efforts afin de punir les responsables de ces actes odieux. Car les agents étatiques sont aussi cités parmi les auteurs de ces graves violations, notamment quelques éléments de la police nationale congolaise et des FARDC. Il
est temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, a lancé haut et fort le président américain Donald Trump lors d'une brève allocation très entendue le mercredi 6 décembre 2017 à 19h heure de Paris. Donald Trump a ordonné de préparer le transfert de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv à Jérusalem sans fixer de calendrier pour ces déménagements qui pourraient prendre des années. En dépit de leur décision extrêmement controversée, les États-Unis restent déterminés à aider à faciliter un accord de paix acceptable pour le parti israélien et palestinienne. La décision de Donald Trump sur Jérusalem a provoqué une vague de réactions dans le monde entier. C'est pourtant la réalisation de l'une des promesses emblématiques de la campagne électorale de Donald Trump qui vient d'être réalisée. Même si la Jordanie, la Turquie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne ont ouvertement regretté la décision de Donald Trump. Si pour les autres, la décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël relève d'un acte irresponsable sur la scène internationale, les Israéliens, par contre, saluent la brave décision du président américain et réaffirment leur engagement à maintenir le statu quo sur le lieu saint à Jérusalem, selon la déclaration du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Par ailleurs, les USA ont demandé à Israël de faire preuve des retenues après l'annonce de Donald Trump. La déclaration de Donald Trump ne détermine pas le statut final de Jérusalem. Du reste, la demande de 8 pays dont l'Égypte, la France, le Royaume-Uni, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a été fixée au vendredi 8 décembre 2017. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titres. Des puissants lobbies politiques luttent pour la dissolution du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Ces acteurs politiques débiteurs du FPI ne veulent pas rembourser la somme de 162 millions de dollars américains empruntés pour des projets industriels qui jusqu'à ce jour ne sont pas visibles. Il s'est crucial et terre pour que le Fonds de promotion de l'industrie se transforme en banque d'investissement afin que leurs dettes soient oubliées. Et puis, une réunion d'échange entre la CENI et le comité de partenariat du processus électoral s'est tenue ce mardi, une occasion d'évoquer les avancées du processus électoral pour lequel le président de la CENI a brossé un tableau qui, à ce jour, s'appuie sur le déroulement normal des opérations d'identification des électeurs. Déjà, plus de 45 millions d'électeurs sont enregistrés dans le fichier électoral. L'actualité en dehors de nos frontières, Donald Trump a reconnu Jérusalem capitale d'Israël. Il a ainsi ordonné de préparer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Une décision qui a rejoui les Israéliens alors que certains pays comme la Turquie, la France et la Jordanie ont regretté cette décision de Donald Trump. Mais en dépit de cette décision extrêmement controversée, les USA restent déterminés à faciliter un accord de paix entre Israël et Palestine. Ce journal est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce jeudi 7 décembre 2017. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre « Retombée de l'adoption du projet du budget 2018 à la Chambre basse du Parlement. Élection, le gouvernement appelé à décaisser les fonds à temps ». L'Assemblée nationale a adopté hier, mercredi 6 décembre, le projet de loi des finances pour l'exercice 2018, ce, après approbation du rapport de la commission ECOFIN. Le projet du budget a été voté par 275 élus nationaux sur les 293 députés présents au cours d'une séance subséquente. En marge de ce vote, le gouvernement a été appelé à faire diligence pour décaisser à temps les fonds alloués à l'organisation des élections pour permettre à la centrale électorale de respecter son chronogramme publié le 5 novembre dernier et écarter ainsi les contraintes financières. Fixé à 10,313,3 milliards de francs congolais, le projet de budget 2018 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses. La priorité de cette loi des finances sont notamment l'organisation des élections crédibles, apaisées et transparentes, l'arrêt de la dégradation de la situation économique du pays, l'amélioration des conditions de vie de la population, ainsi que la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire, a souligné un député après l'adoption du rapport de la commission ECOFIN. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « Fachi ce jeudi chez BBC sous coaching Forest ». Alors qu'il vient de lancer un appel à une nouvelle marche pour le 19 décembre
et que le combattant n'a pas encore décoloré de son faubourg, Félix Tshilombo vient de nouveau de s'éclipser de Kinshasa et est annoncé à Londres sous les coachings probables d'une société minière. Les combattants s'interrogent finalement sur cette agitation qui s'empare de Fachi, qui semble donner plus d'importance au Rasop Limité qui est sous contrôle de Katumbi pendant que l'UDPS est gelé dans son fonctionnement et par rapport aux enjeux politiques de l'heure. Une fugacité de Fachi qui devient suspecte que les interrogations sur la mainmise des lobbies affairistes sur les radicaux reprennent les dessus. Des sources dignes des fois rapportent à congovirtuel.org que Félix Antoine Tshilombo Ouamolumba, président du Rasop Limité, serait l'invité de BBC dans ses installations à Londres ce jeudi 7 décembre 2017. Fachi est arrivé dans la capitale britannique depuis mardi 5 décembre dernier. La démarche auprès de la chaîne RTV londonienne a été facilitée par une dame, ancienne journaliste à BBC et qui travaille aujourd'hui pour le groupe Forest qui est établi au nord Katanga. Simple coïncidence ou coaching avéré? Nos sources ne sont pas encore à mesure d'éclairer cette lanterne. L'on sait simplement qu'alors gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi, aujourd'hui un des mentors financiers de Fachi, a gardé de bonnes relations avec les milieux miniers du Katanga. Au nom de ses rapports avec Félix Tshilombo, il ne serait pas étranger à un tel coaching dont l'intéressé serait seul incapable. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Loi électorale, les députés de l'opposition saisissent Léon Kengo. Les députés de l'opposition ont rencontré mercredi 6 décembre à Kinshasa le président du Sénat Léon Kengo Adondo pour lui faire part de la controverse autour du projet de révision des lois électorales adopté lundi dernier par l'Assemblée nationale. Ces parlementaires qui n'ont pas participé au vote du projet de révision de la loi électorale disent vouloir attaquer ce texte au niveau du Sénat. Lors de leur rencontre avec Léon Kengo, ils ont dénoncé le danger que ces projets de loi représentent pour la sécurité et la démocratie en RDC. Selon le président du groupe parlementaire des démocrates libéraux, Léon Mondolé, le groupe a fait part du danger que guette le pays si cette loi était votée dans son état actuel en ce qui concerne la paix. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi de travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.